Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo donc, du cours de dynamique. Aujourd'hui on va corriger l'exercice de la barre indéformable donc, sur des ressorts. Donc j'ai décidé d'utiliser l'application Whiteboard qui permettra de détailler tout le raisonnement comme si on était en petite classe en fait. Donc j'espère que ce format vous conviendra. Alors c'est parti, on attaque. Donc on a une barre indéformable, donc je vais la faire à peu près ici. Bon c'est censé être droit. Qui repose sur deux ressorts. De raideur, donc K1 et K2. Donc là, il y a le sol. On va appeler ici le point A et le point B qui nous serviront plus tard. Donc cette barre, elle a une longueur L et une masse grand M. Alors on s'intéresse au mouvement vertical. Et la barre est indéformable, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle ne peut subir qu'un mouvement de corrigide. Donc si je choisis, si j'y arrive la barre là, qui est là, elle ne pourra donc bouger que verticalement, comme ça. On va la remettre là, voilà, ou subir une rotation un peu quelconque comme ça. Voilà. Donc il faut définir donc, des degrés de liberté qu'on va choisir pour paramétriser cet état. Et donc on a donc besoin de faire un choix donc, de degrés de liberté. Là. Alors il y a plusieurs possibilités, hein, on verra même qu'il y en a une infinité. Mais donc une première idée par exemple, ça va être donc de regarder le déplacement de deux nœuds. Deux points plutôt pour être précis. Donc par exemple, comme par hasard, on va choisir UA et UB. Et donc si je choisis, hop, on va faire comme ça, voilà, le point là, UA, et ici UB. Donc ils sont totalement quelconques, hein, indépendants les deux, et donc la barre, je vais la faire, mettons, hop, on va la faire en jaune, voilà, un peu plus épaisse. Voilà sa position à un instant donné. Donc en fait on pourrait prendre deux points quelconques, hein, de la barre deux points distincts. Donc là on prendra A et B par exemple. Et donc on a entièrement paramétrisé donc l'état de notre barre. Une autre possibilité, bien entendu, comme on l'a vu, hein, la barre elle peut translater et tourner. Ça va être donc de faire le déplacement et, oh, j'ai oublié le C, voilà, la rotation d'un nœud, à un point. Et donc par exemple, on va prendre UG et θ. Donc je vais prendre, on va le faire en vert par exemple. Ici, on va se mettre ici. Là, on va appeler ça 1. Donc ici, il y aura le point G, qui est donc le centre de gravité. On va faire ici une petite ligne pointillée, si j'y arrive, comme ça, pour pouvoir mettre notre deuxième degré de liberté, θ. Voilà. Ça, c'est une autre possibilité de choix de degré de liberté. Alors en fait, vous allez me dire, effectivement, on peut prendre d'autres choses. On pourrait choisir par exemple aussi UA et θ, ou UB et θ, ou en fait une infinité de choix possibles. En fait, le choix des degrés de liberté va dépendre en fait de la méthode qu'on va utiliser après pour la résolution. Donc on va se concentrer sur deux méthodes. Donc la première qu'on va appeler la méthode directe, et la deuxième en faisant donc les équations de Lagrange. Alors, on va faire la première méthode. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Hop. Donc, tout ça, maintenant qu'on l'a vu, je l'efface. Hop, je me mets là. Oups. Voilà. Alors, on va garder pour l'instant, donc, ça on l'efface, ça aussi, et ça aussi, voilà. Et donc on va faire donc ce qu'on va appeler la méthode directe. Ou plutôt donc le principe fondamental de la dynamique, donc sur la barre. C'est un système donc indéformable, hein, la barre, je rappelle. Oups, voilà. Donc on peut tout à fait l'isoler, faire un bilan des forces et appliquer le principe fondamental de la dynamique. Donc dans cet état-là, si je dessine des forces, je vais venir ici, il va y avoir donc une force de rappel de ressort en A, et la même chose en B. Voilà. Donc si je fais
Donc, un bilan des forces verticales. Donc la somme des forces verticales, donc c'est un bilan scalaire, hein, je projette sur l'axe vertical. Ça va me donner la masse fois donc l'accélération au point G. Alors si on développe bien sûr les forces verticales, ben, il y a FA et FB, donc faire attention, donc elles sont vers le bas, hein, ça empêche le mouvement. Donc en A, on aura un moins K1 UA, et en B, on aura moins K2 UB. Et donc ça va être égal à M UG point point. Alors vous allez me dire, oui, mais le poids, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, c'est comme d'habitude, on l'a déjà vu dans les premières petites classes. On peut tout à fait rajouter à gauche, donc à partir ici, là, on peut rajouter mg par ici, mais dans ce cas-là, il faut faire attention que la force dans le ressort ne s'écrit plus qu'un UA, mais il va falloir faire attention par rapport au moment statique initial qu'on n'a pas défini ici, c'était pas précisé, donc comme on l'a expliqué en petite classe, on va faire toute notre étude à partir de la position statique une fois que la masse a déjà bougé un petit peu à cause du poids propre, mais sans dynamique. Et donc dans ce cas-là, le poids propre s'élimine des équations, comme on a pu le voir, il ne reste plus que les degrés de liberté exprimés par rapport à cette position de référence. Donc c'est pour ça que le poids ici disparaît des équations. Et donc notre première équation, qu'on retrouve et qui est assez classique, ça va être plus K1UA plus K2UB égale 0. Alors, on est content, mais en même temps, on avait pris une méthode directe, on avait choisi comme degré de liberté, soit UA, UB, soit UG et θ. Et là, on se retrouve avec un mélange des deux. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'est du UG θ. Donc, il va bien falloir remplacer UA et UB en fonction de UG et θ. Donc, on va écrire cette petite relation. Donc, je vais, hop, descendre un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On sait que UA, ça va être égal à quoi, UA? La barre, si elle bouge de UG, donc c'est UG la translation. Et si en même temps il y a une rotation, alors si hop, on va compter là, évidemment les rotations positives comme ça. Donc si θ est positif, donc ça descend en A. Et donc on aura UG moins L sur 2 θ. Et de la même manière, évidemment, UB va être égal donc à UG cette fois plus L sur 2 θ. Donc si on réinjecte maintenant dans notre équation, je redescends encore une fois. Donc qu'est-ce qu'on a? On a M UG point point plus K1 UA, donc je remplace par UG moins L sur 2 θ plus K sur 2 UG plus L sur 2 θ égale 0. Et donc si maintenant je mets les UG et les θ ensemble, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là on a un plus K1 plus K2 UG. Et après je vais mettre encore en plus là. Et donc qu'est-ce qu'on a de beau ici? Donc il y a un L sur 2 en facteur, si je dis pas de bêtises. Et il y aura moins K1 plus K2 θ égale 0. Voilà, donc ça sera notre première équation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la garder et effacer le reste. Donc ça, on va faire comment? On va faire comme ça. Yep. Donc tout ça, on va voir ce que je peux effacer là-dedans. Lui aussi, qui ira prendre. Ça, on va le remonter un peu plus haut. Voilà. Encore une fois, ça aussi. Maintenant, on va effacer tout ça. Là, et ce qu'on va faire également, c'est récupérer ça. Et si on peut le déplacer, voilà. Ici, c'est pas mal. Bien. Donc ça, c'est notre première équation en faisant un bilan des forces verticales. Alors, ne pas oublier, bien sûr, qu'on a un système indéformable, mais qui n'était pas un point, qui était une barre, hein, qui était donc un solide. Donc quand on fait le principe fondamental de la dynamique, ne pas oublier bien sûr la deuxième équation, dans notre cas, parce qu'on est en 2D ici, là, qui va être donc sur les moments et donc la rotation, justement. Donc, on va appliquer le PFD, cette fois donc en rotation, et donc c'est la somme des moments, donc je vais me mettre en G, par rapport à G,
qui va être égal à quoi? Au moment d'inertie, ne pas l'oublier par rapport à G, bien sûr, c'est important de préciser. Et non, c'est pas U, mais θ, point, qui est là. Oui, non, je suis pas fan des points, je vais prendre un truc plus gros, voilà, plus joli. Donc il faut détailler le calcul des moments. Donc, je vais pas trop descendre. Bon, on va se mettre là, c'est pas mal. Donc si je fais le bilan, donc qu'est-ce qu'on a? Ben, si je regarde ici, donc bon, ici en plus la question du poids n'a pas se poser, hein, parce qu'il est appliqué en G, donc tant mieux. Donc il y aura FA et FB qui vont chacun exercer un moment dans un sens ou dans l'autre. Donc par exemple le FA qui est là, qui est vers le bas, va donc donner un moment positif par rapport à G. Donc je rajoute ça, donc le moment ça va être quoi? C'est donc FA, donc ça va être K1 UA. C'est trop gros, trop gras. Je vais prendre plus. Enfin, voilà. Donc K1 UA. Donc fois L sur 2, tout bêtement. Hein. Donc ça c'est positif. De l'autre côté, le FB, il est dans l'autre sens, donc moins K2 UB L sur 2 égale le moment d'inertie par rapport à G fois donc θ point point. Ouais, c'est rigolo, ça. Il a transformé mon θ. Voilà. Donc comme tout à l'heure, il va falloir... Yop, donc ça je vais le récupérer et le déplacer ici pour l'instant. Voilà, parfait, ça sera plus simple. On récupère... Oula, pardon. On va descendre ici. Et comme tout à l'heure, il va falloir donc remplacer UA et UB, bah, comme tout à l'heure. Hein, donc K1, alors UA c'était UG moins, je fasse attention avec ça, moins L sur 2 θ, décidément. Donc ça c'est le UA, donc ne pas oublier le L sur 2 bien sûr, hein, moins K2, et le UB donc c'est UG plus L sur 2 θ. Encore une fois, fois L sur 2 égale J par rapport à G, 1 θ, il n'est pas mes G. Point. Donc, je redescends encore un peu. Donc, comme tout à l'heure, on va mettre tous les degrés de liberté donc, du même côté. Donc, je vais avoir J par rapport à G, donc fois θ point. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté par rapport à UG, par exemple? Donc, on va pouvoir mettre L sur 2 en facteur. Et le K1 qui était positif, là je mets de l'autre côté, ça va faire donc moins K1. Et par contre, pour le K2 qui était négatif, de l'autre côté, il va devenir plus K2. Voilà. Et donc tout ça, c'est fois UG. Je fais la même chose pour les θ. Donc je vais mettre en plus. Donc on voit qu'il y a L sur 2, L sur 2, L sur 2. Donc il va y avoir un L2 sur 4 qu'on va pouvoir mettre en facteur. Et on voit que les deux vont être donc positifs. K1 plus K2. Voilà. Et ça, c'est fois θ. Égale 0. Et donc voilà ma deuxième équation. 2. Qui permet donc de déterminer les équations donc, du système. Alors, on va tout résumer là-haut. Alors, je vais effacer ce que je peux. On efface comme ça. Alors, on va remonter par là. Ça aussi, on l'a compris, on va effacer. Je redescends. Et on va remonter ça. Ah, j'ai oublié, bon, c'est pas grave, je recréerai le J après. Voilà, et on va mettre ça là-haut. On va être un peu plus propre, on va effacer ça. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc je vais refaire mon petit J quand même.
qui est un peu moche là. Voilà, J par rapport à G. Bien. Alors, avant de continuer, quand même, petite précision sur J, donc, qu'on n'a pas encore revu cette année. Donc, c'est le moment d'inertie, donc il faut savoir le calculer. Ça, c'est, on suppose que vous savez le faire, hein, je précise. Donc, J par rapport à l'axe G, donc un axe perpendiculaire au tableau, hein, qui passerait en G, il faut savoir le calculer. Donc, si vous ne savez pas, donc soit vous connaissez la formule, ce qui est le plus simple, hein, soit ben, vous le recalculez. Donc, dans le cas de la barre, donc, il va falloir faire l'intégrale donc de moins L sur 2 à L sur 2 de la masse locale, donc m bar dx, fois la distance par rapport à g au carré. C'est toujours bien de se rappeler de ce genre de définition, comme ça on peut le recalculer à chaque fois qu'on en a besoin. Donc là, bon, on va sortir le m bar, donc il va y avoir un tiers qui va apparaître. Le cube, c'est une fonction impaire, donc il y a un facteur 2, et donc on aura L sur 2 au cube. Et donc ça donne donc m bar L cube sur 8, 24 qu'on divise par 2, ça fait donc 12. Et donc pour faire plus simple, on va dire que c'est mL2 sur 12. Voilà. Et donc je rappelle hein, que c'est des kilogrammes mètres carrés. Donc ça, hop, on va le garder. Yep. Tout le reste, on va l'effacer. Hop. Et lui, il va venir devant, si j'arrive pas que ce soit trop. Voilà, c'est un peu gros, mais c'est pas grave. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous voyez qu'on a donc deux équations, une et deux, et donc en fait, ces deux équations, donc on voit qu'elles sont couplées, hein, et en fait, on va les réécrire de manière matricielle. Donc c'est juste pour avoir une forme, un format classique. Hein. Donc je reviens ici, et donc on va avoir... Alors, j'ouvre la matrice, donc je vais écrire la première en haut, donc là on aura 0. Donc là il y aura U, G, point, point, θ, point, point. Ensuite, on va faire la même chose ici, une grande matrice. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cas-là? Donc c'est la première équation, hein. Donc K1 plus K2. Là, il va y avoir, donc on voit que le θ, c'est donc L sur 2 moins K1 plus K2. Et là, il y a U, G et θ. Donc ça, c'est égal à 0. Bien. Alors, pour la deuxième équation, on fait pareil. Donc, je regarde ici, il n'y a pas de UG point point, donc il y aura un 0. Pour le θ point point, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a ML2 sur 12. Ensuite, le terme en UG de la deuxième équation, ben, c'est L sur 2 moins K1 plus K2. Et là, il y aura un L2 sur 4, K1 plus K2. Voilà. Et donc, on fait apparaître un système donc, matriciel. Alors, vous allez me dire qu'en fait, la deuxième équation, par exemple, on pourrait simplifier par L ou par les fractions 12, etc. Là. Sauf que, attention, remarquez que quand je l'ai écrit comme ça, sans simplification, ma matrice de Rader est une matrice symétrique. Et ça, c'est très important. Pour la suite, pour le raisonnement, hein, pour la résolution du système. Donc, je vais déplacer un petit peu tout ça. Gardez en tête, effectivement, que dans notre cas là, il n'y a pas de forces extérieures qui sont égales à 0, 0, mais s'il y avait des forces extérieures, donc on pourrait imaginer ici, hein, qu'au lieu d'un 0, il pourrait y avoir un vecteur qui soit donc une force extérieure en G, et donc ici ce serait un couple extérieur appliqué en G. Voilà. Dans notre cas, il n'y en a pas, hein. Mais ce que je vais vous faire dire, c'est que si vous divisez les équations, si vous vous amusez à mélanger les équations, vous n'allez plus avoir quelque chose d'homogène. C'est-à-dire que un déplacement, par exemple, je vais prendre quand vous avez un degré de liberté en déplacement, il fait référence à une force. Si vous avez un degré de liberté en rotation, il va faire référence à un couple. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse.
Donc ce qu'on peut dire sur ces matrices, comme vous pouvez voir, donc je vais le réécrire sous la forme classique. Donc M grand U qui est le vecteur des degrés de liberté, hein, donc U point, plus grand K U égale à 0 parce qu'il n'y a pas de force extérieure. Donc comme on le voit, donc les matrices M et K, donc elles sont symétriques et elles sont même définies positives en fait. En particulier, donc ça c'est un bon moyen de vérifier que non, on ne s'est pas trompé dans les équations. Et autre chose qui est important de vérifier, comme je disais, c'est que les termes diagonaux doivent être strictement positifs. Donc si je regarde ici, donc là tout va bien pour la matrice de masse qui est diagonale, c'est positif, tout va bien. Et ici aussi, si je regarde les termes en diagonale, c'est positif, donc tout va bien. Ça c'est un bon moyen de vérifier encore une fois. Hein. Si vous aviez eu par exemple, on entoure ici en vert, là, un moins, ça aurait été très bizarre, puisqu'il aurait pu y avoir K2 égale K1, ça faisait 0, et donc ça marchait pas. Voilà, donc c'est des petites astuces comme ça pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Voilà, donc ça c'est pour la première méthode qui nous donne notre système matriciel M U plus K U, M matrice de masse, bien sûr, hein, et K matrice de raideur, rien d'extraordinaire là-dessus. Je précise donc bien sûr que le vecteur U dans notre cas ici, c'est UG θ. Voilà, donc voilà pour notre première méthode, en utilisant comme degré de liberté donc UG et θ. Nous allons donc maintenant voir la deuxième méthode avec les équations de Lagrange. Alors, je vais dézoomer et effacer un peu tout ça. Voilà. Alors, comment on peut faire tout ça? Bon, je vais tout effacer, ce sera plus simple. Hein. Hop. Tout ça, on va l'effacer. Voilà. Hop. Voilà. J'avais envie de garder quand même le système. Voilà. Donc ça, hop, hop, hop. Comme ça, on pourra comparer à la fin. Donc, je vais mettre ça tout ça là-haut pour l'instant. Voilà, parfait. Donc, on va garder ça là-haut en mémoire. Et ici, hop, voilà, on va effacer ça. Et donc, on va regarder maintenant la méthode avec les équations de Lagrange. Je vais faire encore un peu mieux. Je vais déplacer même mon joli dessin qui est là. On va le déplacer un peu plus à gauche. Voilà. Donc, pour les équations de Lagrange, donc, il va falloir appliquer donc, les formules, je ne vais pas la redémontrer ici, c'est pas le principe, hein, donc on va appliquer les formules directement du cours. Donc il faut calculer des énergies, c'est une méthode énergétique, il faut calculer des énergies, donc une énergie cinétique et une énergie potentielle. Donc on va choisir en fait comme degré de liberté cette fois UA et UB. Alors on pourrait le faire aussi en UG et θ, hein, ça marche aussi, hein. Mais ça permet de voir une autre méthode et que, comme on va le voir, pour exprimer l'énergie potentielle dans les ressorts par exemple, c'est beaucoup plus simple d'utiliser UA-UB. Donc je vais modifier un peu tout ça, donc on va effacer, si j'y arrive, sans tout effacer. Voilà, donc ça c'est parfait. On enlève ça, on va enlever ça. Non, on va le faire dans le... Hop. Oh, on va les garder, les retours. Voilà, le point G, on va le garder. Bien. Donc je vais remettre, comme tout à l'heure, les UA et les UB. Et donc maintenant, on en revient donc à l'application des équations de Lagrange. Donc je rappelle
On va dézoomer et translater. Donc le système des équations, hein, donc pour tout, donc QI, pardon, voilà. Décidément, désolé, voilà. Voilà. Donc pour tout QI, donc pour le tout couple QI point qui vont ensemble, hein, il faut avoir, on va raisonner avec UA, UA point, puis après avec UB, UB point. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc si j'applique bêtement la formule, donc il va falloir dériver par rapport au temps, la dérivée de T par rapport à QI point, donc T étant l'énergie cinétique. On va retrancher une dérivée par rapport à QI, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à QI, et donc ça c'est égal à QI, qui est donc le travail des forces non conservatrices. Donc ça pour l'instant il n'y en a pas, mais on verra tout à l'heure, c'est intéressant de voir comment l'intégrer plus tard. Bon, donc il faut calculer T et V déjà pour commencer. Alors, comme je l'ai dit, on va calculer V, l'énergie potentielle, pour commencer. Donc où est-ce que l'énergie est emmagasinée dans ce système-là, sous forme d'énergie potentielle? Donc ça va être assez simple à deviner que c'est la déformation dans les ressorts, hein, qui va totalement rendre compte donc de toute cette énergie potentielle. Donc pour la calculer, ben, c'est très simple, hein. C'est 1 demi de K1 UA carré plus 1 demi de K2 UB carré. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, encore une fois, le poids, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne me souviens qu'une énergie potentielle. Oui, alors effectivement, vous pouvez rajouter, si vous voulez, encore la notion du poids, hein, le mgz. Mais, comme je le rappelle, dans ce cas-là, si vous rajoutez ici un terme pour l'énergie potentielle due au poids, il faut faire attention, comme tout à l'heure, que dans ce cas-là, l'énergie potentielle de ressort, ce n'est pas juste un demi de K1 UA carré, hein, puisque il y a quand même une énergie emmagasinée dans la position statique, hein, donc c'est toujours la même remarque. Si vous choisissez UA et UB par rapport à l'option de référence statique, il n'y a pas besoin de prendre en compte le poids. Ça se simplifie dans les équations. Voilà, donc l'énergie potentielle est très simple à écrire. Pour l'énergie cinétique, on va la faire juste en dessous. Donc ça va être T. Donc si vous vous rappelez pas trop, hein, ben on va faire l'intégrale sur toute la barre de toutes les petites énergies cinétiques, donc dt. Et donc en fait il suffit d'intégrer un demi. Donc il va falloir faire, donc si je balaye de UA à UB, on va aller de 0 à L dans notre cas. Et donc chacun des petits tronçons dx hein, a une masse donc m bar dx, et il va avoir une vitesse u point qui va dépendre de x, qu'on va mettre au carré, hein, donc dx. Et hop, il n'y a plus qu'à intégrer. Mais avant d'intégrer, bien sûr, il faut connaître u point de x, donc en fonction de x. Donc on va faire entrer ici. Or, qu'est-ce qu'on sait de u en fonction de x? La barre est indéformable, hein, je rappelle. Donc si on connaît UA et UB, hein, c'est le principe ici, on connaît tous les u en fonction de x, c'est une droite. Donc il faut l'équation de la droite. Donc dans notre cas, comment on fait ça? On va l'écrire sous forme d'interpolation linéaire. Donc on va écrire UA moins 1 moins x sur L plus UB x sur L. Donc c'est une méthode, ça permet de voir donc une méthode d'interpolation linéaire. Donc si x égale 0, là ça disparaît, et ici j'ai bien UA. Ok, donc je vais paramétrer le x ici dans mon cas, l'intégrale au point A, et x égale L, c'est le point B. Et donc ça marche, hein, donc si x égale 0, j'ai bien UA, et si x égale L, j'ai bien UB. Donc ça, on est content. Donc ça veut dire que U point B, hein, rien de particulier. UA point, 1 moins x sur L, plus UB point, x sur L. Voilà, donc là, il va falloir faire un peu de calcul, hein, puisqu'il va falloir intégrer tout ça. Donc je sors le m bar sur 2. Et donc, si je remplace donc le u point au carré, donc il faut développer le u point qui est là-bas au carré et intégrer. Alors je vais avoir une intégrale de 0 à L, donc de 1 moins x sur L carré dx.
Et donc ça va être, je vais le mettre en facteur UA point carré. Ensuite, il va y avoir un double produit, donc un 2 UA point UB point, l'intégrale 1 moins x sur L dx, bien sûr de 0 à L, encore une fois. Et la même chose avec UB point carré, donc que j'intègre de 0 à L, x sur L au carré dx. Donc ça, c'est égal à quoi? Et bien, vous faites les calculs, ça vous fera réviser vos intégrales, et ça donne m sur 6, facteur donc de UA point au carré, plus UA point UB point, plus UB point carré. Voilà pour l'énergie cinétique. Alors, petite parenthèse, hein, bien sûr, on aurait pu, ou c'était tout à fait possible, dire que l'énergie cinétique, elle exprimait cette fois en fonction, comme on a un solide qui est indéformable, on peut le résumer en G, hein, et donc on peut dire effectivement que c'est 1/2 de la masse totale fois la vitesse en G au carré. Mais attention, toujours pareil, c'est un solide, non pas qu'un point, donc il ne faut pas oublier que si UG égale 0, hein, si la barre ne translate pas mais elle tourne sur elle-même seulement, il y a quand même une énergie cinétique, il ne faut pas l'oublier. Donc c'est le fameux terme, cette fois avec le moment d'inertie, toujours le même, θ point au carré. Et cette fois, il faut remplacer UG et θ en fonction de UA et UB. Donc UA, non pardon, c'est l'inverse. Là, qu'est-ce que... Non, il descend là-haut là. On va devenir ici. Voilà, on va enlever ça. Non. Voilà. Donc c'est UG, pardon. Donc UG c'est quoi? Eh ben c'est la moyenne de UA et UB. Et θ, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est l'angle que fait donc la barre une fois qu'elle a tourné. Donc c'est UB moins UA sur L. Et donc si vous remplacez, vous retombez bien sûr sur ça. Donc on va dézoomer et résumer V et T là-haut. Voilà, alors, le V je vais le garder. Hop, hop, ça n'a pas marché. Voilà, donc ça je vais le mettre là pour l'instant. Parfait. On va effacer dans l'ordre comme ça. Hop. Ça, si j'y reviendrai sur cette interpolation qui va être utilisée plus tard aussi. Il faut faire chaque caractère un par un. Ah, pardon, j'avais oublié que j'avais monté là. Voilà. Non, c'était pas celui-là que je voulais garder. C'est pas grave. Je vais remettre la formule qui était m sur 6 UA point carré plus UA point UB point UB point au carré. Donc si j'applique les équations de Lagrange, donc on va le faire d'abord par rapport à UA et UA point. Qu'est-ce que ça va donner? Donc il faut dériver par rapport au temps, et je dérive t par rapport à QI point. Donc ça veut dire que je dérive t par rapport à UA point seulement. Le reste, c'est des paramètres. Donc si je dérive par rapport à UA point, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc m sur 6, facteur donc de 2 UA point, plus UB point. Ensuite, il faut dériver t par rapport à UA, sauf que là, il n'y a pas. Et l'énergie potentielle V par rapport à UA, donc plus. Donc je dérive le V là-haut, donc le 2 il disparaît, ça fait qu'un UA, tout bêtement. Voilà.
Et donc ça, c'est égal à QA, mais pour l'instant, il n'y a pas de force non conservatrice, donc ça fait 0. Je fais la même chose par rapport à B. Et donc, bon, on va faire donc des dérivés par rapport à T, M sur 6, 2 cette fois UB point plus UA point, plus cette fois donc K2 UB, égale 0. Je descends. Et donc, je vais me retrouver avec mon système. Donc, comme je redérive encore, hein, donc il va y avoir M sur 6, on va le mettre en facteur. Donc, de 2 UA point point, plus UB point point. Voilà, donc plus qu'un UA, égale 0. Et la même chose, mais cette fois pour UB. Donc UA point point, plus K2 UB égale 0. Et donc, comme tout à l'heure, je vais écrire ça sous forme matricielle. Donc je vais mettre M sur 6 en facteur. Donc là, il y aura 2, 1, 1, 2. UA point point, UB point point. Plus K1, K2 et UA, UB. Voilà. Égale 0. Et donc, on a notre système avec donc d'autres matrices de masse et de raideur, mais qui est totalement équivalent à l'ancien, puisqu'on peut passer d'un système à l'autre en transformant UGθ en UA et UB. Donc, on retrouve, hein, donc ça c'est une matrice de masse, pareil, fois U1 plus K, donc c'est exactement la même forme, point point bien sûr, égale 0. Alors c'est pas les mêmes matrices, bien sûr, parce que les degrés de bêta ne sont pas les mêmes. Mais on remarque qu'elles sont aussi symétriques et définies positives. Alors ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que cette fois-là, c'est inversé. La matrice de masse n'est plus diagonale, alors que maintenant, K est diagonale. Puisqu'on a choisi donc comme degré de liberté des points qui étaient directement au niveau des ressorts. Alors que la masse, il faut la répartir entre A et B, c'est pour ça qu'il y a des termes de couplage. Et donc c'est l'inverse de ce qu'on avait tout à l'heure. Alors comme je disais juste en parenthèse, on peut passer facilement d'un système à l'autre, hein, donc je vais dézoomer, on va essayer de retrouver mon équation de tout à l'heure. Voilà, donc je vais garder ça. Voilà, donc tout ça, on va pouvoir le supprimer. Hop. Tout est petit ici maintenant. Ah ben elle était là, donc tout va bien. Alors on va essayer de faire ça proprement. Voilà, donc ça. Voilà, on va se mettre comme ça. Bon, c'est un peu gros par rapport à ce que l'autre, mais c'est pas grave. Hein. On va rezoomer. Hop. Bon, le dessin, bon, on va le garder. Voilà, donc on voit les deux systèmes et les deux équations différentes. Hein. Alors je vais juste tester un truc, je sais pas si ça va marcher. On va voir en direct. Non. On peut pas agrandir. Bon, c'est pas grave. Et donc on peut passer dans l'autre, donc c'est la petite parenthèse. Donc on a vu les changements entre UG et θ. Alors attention quand même, c'est pour ça que je précisais ce point-là, c'est que si on avait donc des forces extérieures au système, ici on aurait donc, c'est ce que j'avais mis tout à l'heure, je vais les mettre en bleu, voilà comme ça c'est bien. Donc s'il y avait un système, ici je rappelle qu'il y aurait une force extérieure en G et un couple extérieur donc en G. Donc attention que la même remarque donc, peut se faire ici. Hein. Si ici il y avait des forces extérieures, c'est une force extérieure en A, pareil, mais cette fois en B. Donc si vous voulez passer d'un système à l'autre, c'est faisable. Hein. Il faut transformer les UG et les Uθ, pardon, les UG et θ, il faut les transformer en fonction de UA et UB, mais il faut faire la même chose pour les forces extérieures en fonction de FA et FB. Donc il y a des matrices de passage, et donc vous passez d'un système matriciel à un autre de cette manière-là. Bien.
Donc voilà pour les deux méthodes. Ensuite, dans l'énoncé, donc il propose, hein, donc avant de regarder donc les modes propres, il nous pose la question qu'est-ce qui se passe si on rajoute une masse. Alors je vais revenir ici, on va zoomer ici. Qu'est-ce qui se passe si par exemple, alors comme c'est un peu trop petit ça, c'est pas grave, je l'efface, je reviens ici et je vais refaire un joli dessin. Voilà, donc j'ai là-bas, j'ai les ressorts. Alors qu'est-ce qui se passe si d'un coup, on va la mettre en bleu, voilà, à L sur 3, je rajoute, c'est pas très épais ça, voilà. Alors, on va rajouter donc une matrice, une masse qui s'appelle M'. Et ben donc, on peut refaire donc tout le raisonnement qu'on avait fait. Alors vous voyez, pour les équations méthode directe, c'est peut-être moins pratique, alors que si on utilise les équations de Lagrange, donc je vais rappeler que donc on a deux méthodes. Hein. Donc je reprends mon petit stylo. Voilà. Donc si je fais les équations de Lagrange, et ben en fait, qu'est-ce qui va changer? Ben, V identique. On n'a pas rajouté de raideur au système. Par contre, pour l'énergie cinétique, donc que je vais appeler totale, bah, c'est celle tout à l'heure que j'appelle T0. Et il faut rajouter 1/2 de M' fois donc la vitesse au carré de la masse M'. Et donc en fait c'est le... Pardon, c'est pas X, voilà, désolé, c'est pas le X, c'est U point. Carré, donc en L sur 3, puisqu'on précise qu'elle est en L sur 3. Donc là c'est bien la masse M'. Hein. Et donc comme on connaît U en fonction de U A et UB, hein, on peut exprimer U en L sur 3 et donc U point en L sur 3 en fonction de U point A et U point B. Et donc ça modifie le système. Donc je vais vous donner la nouvelle matrice finale. Donc ça veut dire que K c'est pareil. Hein. Et par contre, donc la nouvelle matrice de masse, alors on va la mettre ici. Donc il y a M sur 3, 4N' sur 9, plus, pardon. Ici il y a M sur 6, plus 2M' sur 9. Si vous faites les calculs, hein. M sur 6 plus 2M' sur 9, bien, donc c'est bien symétrique. Et donc M sur 3 plus M' sur 9. Et on voit d'ailleurs que le terme en M' est plus gros sur le degré de liberté en A que en B, parce que c'est plus proche de A, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'était pour la question de qu'est-ce qui se passe si on rajoute la masse. Bien. Alors, je dézoome. Ça, de toute façon, c'était juste la petite parenthèse, donc on va pas le garder. Hein. Donc ça, on va l'effacer. Pardon. Hop là. Donc tout ça, je vais l'effacer. On va effacer cette masse en plus, là, qui ne sert à rien. Voilà. Donc maintenant, la question en plus, maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on rajoute un amortisseur. Donc l'amortisseur, je vais zoomer sur mon dessin qui est là. Je vais le mettre en bleu. À un point, donc si on mesure... je vais faire comment? Voilà, on va mesurer les X comme ça. Hein. Et là, il y a 0. Donc ça, c'est A, et là, c'est B. Hein. Là, il y a L. Et donc, à un point quelconque, hein, qu'on va appeler XC, quoi, l'abscisse XC, on va mettre un amortisseur. Bien. Donc, on sait que dans un amortisseur, donc, il va y avoir une force visqueuse qui va se développer. Pardon, voilà. Donc, je vais mettre en rouge là, donc ici. Hein, donc, si la barre
on va la mettre en case comme ça, elle se déforme comme ça, hein, quelconque, il va y avoir une force voilà, FC qui va s'opposer donc à la vitesse et donc qui est donc vers le bas. Donc la norme, je rappelle, hein, pardon, on va effacer ça. Voilà. Donc voilà. Que toc. Voilà. Donc la norme donc de la force FC, hein, c'est petit c fois la vitesse U point donc en XC. Ça c'est la force qui se développe dans l'amortisseur. Donc c'est ici qu'on va perdre donc de l'énergie, hein, tout simplement. Et c'est ce terme-là qui va faire apparaître donc une matrice d'amortissement, comme on va voir. Alors pour l'intégrer dans notre système matriciel, qui est ici, celui qui est là, on va utiliser l'équation de Lagrange, hein, en rajoutant cette fois les fameux QI qui étaient nuls tout à l'heure. Donc je rappelle que Lagrange, pardon, on va se mettre en noir, c'est quand même mieux. Donc dit donc que la dérivée par rapport au temps dérivée de QI point, donc dans notre cas, voilà, pour quand même remettre tout, QI plus dérivée de V par rapport à QI égale le fameux QI, voilà. Donc ce qui va nous intéresser là, c'est ça. Alors, pour avoir ce QI, en fait il n'y a pas trop le choix, donc c'est le raisonnement, on fait un peu raisonnement énergétique, et en travail perdu donc d'énergie. Et donc ce qu'on va regarder, c'est qu'on va exprimer le travail des forces non conservatrices. Donc, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc, si je reviens sur mon dessin qui est là, donc si là c'est un état, j'ai fait une photo, donc j'ai une force FC, et la question c'est cette force FC, elle va travailler dans quoi? Elle va travailler dans un mouvement, dans un petit mouvement qui aurait autour de cette position-là. Donc je vais faire, mettons, en vert assez gros. Et donc, on va mettre ici, vers le haut, là. Pardon, on va faire un peu plus gros pour pas que ça... Hop, voilà. Et donc, ici, il y aurait un petit mouvement virtuel en XC. Il faut regarder un petit instant. Donc, le travail de cette force FC. Donc, si on voit bien, je regarde le travail de FC dans ce mouvement U virtuel, ben on voit bien que ça s'oppose au mouvement. Hein. Donc, le travail qui est ici, ça va être moins. Donc, la force, ben, C fois U point en XC. Donc, ça, c'est la force. Ben, fois le déplacement. Et donc, si ça, j'arrive à l'exprimer en fonction de quelque chose qu'on va appeler QA, UA plus QB, là, ben, si j'arrive à l'exprimer en fonction de UA chapeau, UB chapeau, j'arrive à en déduire donc ben, la part de force qui va travailler dans UA et celle qui travaille dans UB, et donc qui va me permettre d'avoir le QA et le QB. Ça permet de répartir, en quelque sorte, hein, cette force au point A et au point B. Et donc c'est ce qu'on va faire, hein, puisque en fait, vous voyez ici, on va venir exprimer le U point de XC et le U virtuel de XC en fonction de UA, point d'un côté et UB point de l'autre, et en fonction de UA chapeau et UB chapeau ici. Alors, je rappelle hein, qu'on sait que U de X, c'est UA 1 moins X sur L plus UB X sur L. Donc c'est un petit calcul à faire, je vais un petit peu peut-être dézoomer, ça commence à être un peu gros là. Voilà, et donc, bah, c'est parti. Hein. Donc il y a un moins bah, C qui est le coefficient visqueux, bon, une constante. Alors, bah, on va remplacer tout ça. U point, bah, ça va être donc UA point
1 moins xc sur L plus ub.xc sur L. Et le U chapeau, bah, c'est la même chose, hein, puisqu'on interpole de la même manière. Donc si je développe, donc j'ai encore mon C1 qui est là, et donc on va faire en sorte d'avoir le UA, on va faire le but, hein, c'est bien sûr de faire référence comme ça, voilà, pour trouver après QA et QB. Donc on va garder UA chapeau et UB chapeau en facteur quand on peut. Donc si je mets le UA chapeau en facteur, bon, il n'y a plus qu'à remplacer, hein, en quelque sorte. Donc qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner donc UA point, donc le 1 moins x sur L, il va être au carré. Je fais rentrer le 1 moins x sur L, plus UB point, 1 moins x c sur L, ah oui pardon c'était xc, hein. Donc fois xc sur L, et tout ça, donc c'est fois UA chapeau. Je descends, et je vais donc à la ligne, hein, pour continuer, et donc c'est la même chose en fait, sauf que cette fois je développe de l'autre côté, donc il y aura UA point, que je dis pas de bêtises, 1 moins xc sur L fois xc sur L, plus UB point, xc sur L au carré, et tout ça fois donc UB chapeau. Voilà. Et donc c'est comme ça que par identification, tout ça, ça va être notre QA, il va falloir intégrer dans l'équation de Lagrange, et on va prendre le bleu qui est là par exemple, un peu plus gros, et tout ça, hop, voilà. C'est donc notre QB. Et donc, je fais passer tout ça dans mes équations, vous vous rappelez les équations de Lagrange, hein. Donc je fais passer à gauche, puisque ça c'était l'équation qui c'était égal QA ou QB, donc on fait passer à gauche, donc le moins va devenir en plus, et donc on va se retrouver, donc, pardon, je vais réécrire en noir, un peu gros, voilà. Donc je réécris pas la matrice de masse, hein, puisque on a compris. Et si je fais passer maintenant les deux équations sous forme matricielle, je vais rajouter donc un petit c qui est une constante, fois donc une matrice d'amortissement, et donc qui s'écrit comment? Qui va s'écrire 1 moins xc sur L au carré. Ici il y aura 1 moins xc sur L, xc sur L, 1 moins xc sur L, xc sur L, et xc sur L au carré. Fois donc le vecteur u point plus, bon, on a encore k u, hein, égale 0. Il n'y a toujours pas de force extérieure, hein. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on a intégré, donc voilà, donc après on peut remplacer xc par rapport à l'option qu'on veut, hein. Mais on voit qu'on fait intervenir les produits, donc les différentes fonctions d'interpolation au passage, hein. Et on remarque également que la matrice est bien sûr symétrique, comme vous pouvez le voir ici, et que les termes diagonaux sont aussi positifs. Voilà. Pour les deux donc petites questions supplémentaires sur la masse M' ou l'amortissement. Donc maintenant, on va revenir à notre système beaucoup plus simplifié, et on va regarder comment calculer des modes propres et des vecteurs propres. Donc je vais effacer un peu tout ça. On va récupérer notre équation de tout à l'heure. Alors attendez, on va faire plus simple. Voilà. Alors, on va essayer de faire un gros nettoyage de l'écran. Bien. Hop, donc on va garder les équations venues de Lagrange avec UA et UB, hein. Donc on va effacer tout ça, là aussi. Ça, on va les effacer, celles-ci, finalement. Hop. Voilà. Très bien, donc on va garder cette équation-là. Et on va se mettre dans un cas où K1 et K2 sont égaux, hein, pour simplifier un petit peu. Voilà, donc on va se mettre ici, voilà. Je vais zoomer un peu, c'est vrai que je suis un peu, l'écran un peu gros. Alors, je reviens là en noir.
Donc on se met dans le cas donc, où K1 égale K2, égale donc petit k. Donc qu'est-ce qu'on a comme système matriciel? Alors on a m sur 6, 2, 1, 1, 2 fois u point point, plus donc k identité, fois u égale 0. Bien. Donc, pour les modes propres, donc je rappelle qu'on cherche donc les couples oméga i, phi i, tels que donc la matrice K moins oméga i carré m fois le vecteur phi i égale 0. Donc, on commence d'abord par calculer les oméga. Donc, pour les oméga i, eh bien, ça revient à dire que le déterminant de k moins oméga i carré m doit être égal à 0. Et donc là, il faut faire un petit calcul de déterminant. Donc ça, vous êtes censé bien sûr savoir le faire. Donc on va faire le calcul, on va calculer ce déterminant-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait m sur 3. Non, j'ai mal commencé, vous voyez. Pardon. Donc, k moins oméga i carré m sur 3. Voilà. Ensuite, là, il n'y a pas de raideur, mais de l'autre côté, il va y avoir moins oméga i carré m sur 6. Moins oméga i carré m sur 6. Et en bas, k moins oméga i carré m sur 3. Et donc ce déterminant doit être égal à 0. Donc je continue. K moins oméga i carré m sur 3. Donc au carré. Alors, il y a moins, 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 ça fait donc moins. Oméga i carré m sur 6 au carré égale 0. Donc là c'est un cas assez simple puisqu'on a a carré moins b carré. Donc il va y avoir k moins, si vous factorisez, oméga carré, donc m sur 6, fois k moins oméga carré m sur 2 égale 0. Donc c'est l'oméga i, bien sûr. Et donc on en déduit les deux seules pulsations propres du système. Donc on les range généralement de manière croissante. C'est plus simple après pour vérifier. Donc oméga 1, ça va être la plus petite. Et donc ça va être oméga 1 carré égale 2k sur m. Et oméga 2 carré égale donc 6k sur m. Voilà. Pour les pulsations, donc prenez la racine carrée pour avoir la pulsation. Et après les formules habituelles pour fréquence et période si vous avez besoin. Bien. Donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. Pour trouver les modes propres, il faut trouver, on en revient à l'équation qui est ici. Et il faut trouver le phi i qui respecte cette équation-là, sachant que maintenant on connaît oméga i. Donc je reviens ici. On va se mettre comme ça. Voilà. Donc pour les phi i, donc c'est un vecteur. Donc ce qui est assez pratique généralement, c'est on cherche donc phi i sous la forme 1xi. Voilà, une inconnue. Donc on force le premier degré de liberté à 1. Et on cherche qu'est-ce que vaut le deuxième degré de liberté. Et donc si je remplace ça dans ma première, dans là-haut là, donc on va avoir donc k moins oméga i carré m fois phi i égale 0. Donc ceci, c'est bien sûr, là-dedans, il y a deux équations, mais qui sont en fait identiques, puisque le déterminant est nul.
Donc vous pouvez prendre soit la première, soit la deuxième, c'est comme vous voulez, pour trouver le xi. Voilà. Donc si je prends la première, hein, par exemple, donc ça va me donner, je dézoome, voilà, on va prendre donc la première qui est là, donc je vais en vert pour vous montrer bien, donc je vais prendre la première ligne qui est là, on va se mettre à côté, tiens, voilà, comme ça sera, voilà, donc ça, si maintenant je remplace avec ça, ça va me donner donc que k moins oméga i carré, donc m sur 3, donc fois le vecteur 1, fois, pardon, la composante 1, donc moins oméga i carré m sur 6, ça c'est un 6, fois donc xi doit être égal à 0. Ce qui permet de trouver que xi égale donc 6k sur oméga i carré m moins 2. Et donc, on va avoir x1 égale 3 moins 2, là ça fait 1. Et pour le deuxième mode propre, le x2, c'est 1 moins 2 égale moins 1. Donc je me déplace. Et donc ça veut dire que phi1, qui est le premier mode propre, est le vecteur 1, 1. Et lui, phi2, le deuxième mode propre, c'est le vecteur 1, moins 1. Alors bien entendu, on vous rappelle hein, que les modes propres sont toujours indéterminés à une constante multiplicative près. Hein. Si vous avez phi qui est mode propre, 2 phi, 3 phi, 5 phi, moins 15 phi, ils seront tous mode propre. Donc faites attention quand vous utilisez des logiciels en particulier, chaque logiciel a sa propre méthode pour normer les modes propres. Généralement, nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre, donc, comme j'ai dit, la première composante à 1 quand c'est possible. D'autres logiciels préfèrent par exemple faire en sorte que le plus grand degré de liberté soit égal à 1, ou que la masse généralisée, comme on le verra, soit égale à 1. Donc ça dépend des logiciels, donc c'est toujours bien de regarder et de savoir comment votre logiciel va normer les modes propres, pour la petite parenthèse. Donc si je dessine au passage les modes propres, c'est toujours bien. Hein. Donc on va faire un petit trait comme ça, séparé. Donc dans notre cas ici, on avait la barre comme ça et les ressorts. Donc si c'est 1, 1, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 1 et 1, et donc que la barre, elle est comme ça. Voilà le dessin du premier mode propre. Pour le deuxième mode propre, je vais mettre ici, on a notre barre et les ressorts. Donc je rappelle que le degré de liberté qu'on avait choisi dans notre cas ici, là, finalement, c'était UA, UB, hein, attention. On aurait pu faire tout l'exercice avec UG et θ, et on aurait trouvé d'autres choses, mais qui correspondraient en fait à ces degrés de liberté-là. À ces modes propres, pardon. Donc, qu'est-ce que je disais? Que on aurait comme déformé 1 ici, et donc cette fois 1 vers le bas. Et donc on aurait une déformée comme ça. Voilà. Donc ça nous permet donc de résumer, pardon, ici, donc oméga 1, phi 1, et donc là on a oméga 2 et phi 2 qui sont ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Juste ça sera la conclusion. Hein. Le principe c'est que si on revient tout au début, dans le système d'équations, qui est ici, comme vous voyez, hein, les deux équations sont couplées. Parce que la matrice de masse, dans notre cas, là, elle n'est pas diagonale. Donc pour résoudre ça, c'est un peu compliqué. Et donc l'avantage des modes propres, c'est que ça permet de passer d'un système couplé à un système découplé. Et donc ce système-là, si on lui applique la transformée qui dit que U, ça va être égal à notre matrice fait avec phi1 et phi2, donc un changement de coordonnées, hein, qu'on va appeler des coordonnées généralisées, Q1 et Q2. Donc au lieu de travailler avec UA, UB, maintenant on travaillera avec Q1 et Q2. Donc si on fait ce changement
qui est là, je ne vais pas le redémontrer, hein, et que donc vous multipliez les équations comme il faut, vous démontrez que vous avez, pour tout QI, on va avoir ce qu'on appelle une masse généralisée I fois QI point point, plus une raideur généralisée KGI QI, qui est égale à 0, ou, en pratique, hein, on peut tout à fait aussi avoir une force généralisée I, qui peut dépendre du temps d'ailleurs. Donc ça, c'est transposé de phi I, matrice de masse phi I, c'est la masse généralisée. Ici, on a une raideur généralisée. Et ceci, donc, la force généralisée. Alors, j'ai pas précisé, hein, pardon. Donc là, on a donc KGI, donc c'est égal à quoi? C'est transposé de phi I cette fois, K phi I. Et ici, c'est transposé de phi I fois le vecteur force extérieure, qui peut dépendre du temps. Voilà. Et comme ça, on a un système donc totalement découplé. Bien. Hop. Donc voilà donc pour l'ensemble de la résolution de cet exercice, hein, qui n'est pas très compliqué, mais qui est une bonne introduction dans les systèmes à plusieurs degrés de liberté. Là, ici, il n'y en a que 2. Dans les prochaines séances, donc on fera la même chose, mais avec cette fois donc des forces extérieures, soit des forces déterministes, hein, soit au contraire, donc on fera un calcul sismique. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant que le format vous convient. On essaiera d'adapter au fur et à mesure, hein. Et n'hésitez pas à nous envoyer des feedbacks concernant ce travail. Merci beaucoup et bon courage à tous pendant ce moment.